Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Je vais également commencer par une sorte de présentation de ma trajectoire personnelle pour que l'on comprenne un peu le lien que j'ai avec les études africaines. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas africaniste de formation. Je suis germaniste de formation, je fais mes études en Allemagne. J'ai fait une thèse de littérature générale et comparée, littérature française et littérature allemande. Après, j'ai fait une thèse d'habilitation, toujours dans le domaine, dans la discipline de la littérature générale et comparée, sur une question coloniale, sur le radeau de la Méduse, que ça nous rapproche un tout petit peu, donc l'histoire du radeau de la Méduse et les représentations du radeau de la Méduse dans les littératures européennes et africaines, donc littérature française, allemande, italienne même, et les littératures africaines. Donc de ce point de vue, je ne suis pas un africaniste, on va dire, pur, parce que je connais le corpus africain, mais je n'ai pas la formation, on pourrait dire, d'un spécialiste de littérature africaine. Et pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Quand vous faites vos études de lettres modernes, je suis au département de lettres modernes ici, vous faites des études de littérature française. Et vous avez des options de littérature africaine. On enseigne quelques options de littérature africaine. Donc il est presque impossible, dans le système, dont je connais au moins le système allemand ou le système français, de former un spécialiste de littérature africaine au sens strict du terme. C'est généralement un comparatiste qui a fait de la littérature française ou de la littérature ou d'autres littératures, qui à la fin de son parcours, par intérêt personnel, devient un spécialiste de littérature africaine. Et c'est un peu mon passage. Soit dit en passant, je m'intéresse à la littérature coloniale parce que j'ai été formé par un 18e allemand, francophile, mais qui s'intéressait particulièrement aux littératures coloniales. Et quand il me récupère plus ou moins de ma germanistique pour m'emmener aux littératures africaines, il me dit voici un champ, les littératures coloniales, qui n'intéressent personne. Je pense qu'en tant que jeune Africain, il serait intéressant de regarder ce qui a été écrit pendant cette période coloniale, qui, a priori, n'intéresse personne. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à lire des textes du 19e siècle, qui ne sont pas reconnus comme littérature française, mais situés comme ça, comme littérature coloniale, donc des productions de littérature coloniale, aussi bien française que allemande. Donc on voit bien dans ce parcours qu'il y a une forme de, comment dire, je dirais pas de négligence, mais que ces littératures dites africaines n'ont pas, dans l'espace scientifique, n'ont pas une place bien précise. Alors là, j'ai l'expérience de deux pays, donc l'Allemagne et la France. La plupart des spécialistes de littérature africaine en France, ce sont des spécialistes de littérature française. Et qui ont écrit des articles, après, sont devenus, avec le temps, des spécialistes de littérature africaine. Donc c'est un moment très important qui montre aussi le retard qu'on a parfois, notamment par rapport aux cultural studies américaines ou aux études culturelles d'une manière générale, ce retard qu'on a par rapport aux pays anglo-saxons. Parce que dans ces pays, il y a des études africaines. Il y a des études africaines, il y a des gens qui sont formés depuis la licence, le master, dans ces disciplines-là. Et évidemment, qui ont un regard totalement différent par rapport au regard de ceux qui ont, on va dire, une formation plutôt généraliste et qui, finalement, à la fin, vont se
se focaliser sur cette littérature. Donc c'est une question importante, la question de la visibilité de ces littératures, littérature africaine, dans le champ. Ça c'est au niveau de la critique, mais il y a aussi au niveau de la production esthétique, au niveau de la production des textes, la question de la visibilité des auteurs. Et c'est là la grande polémique, on pourrait dire la question identitaire des littératures africaines. Sont-elles vraiment africaines? Sont-elles franco-africaines? Ou sont-elles françaises? C'est la question, on pourrait dire, presque identitaire de chaque grand écrivain francophone. Si vous prenez le cas de Senghor, donc l'une des plus grandes plumes africaines, qui naît pendant la période coloniale, donc avec une nationalité, on va dire, il fait partie des 4 communes du Sénégal, donc il est français. Après la décolonisation, il est sénégalais, et termine sa vie comme membre de l'Académie française. Il produit des textes, essentiellement, il est membre fondateur du mouvement de la négritude, donc la revendication de l'identité nègre. Et il termine sa carrière sur la question du métissage culturel, sur la question de l'ouverture à l'autre, sur la question de la francophonie. C'est le grand chantre de la francophonie. Comment classer un tel écrivain? Vous prenez des écrivains, l'un des derniers exemples, c'est Marie Ndiaye par exemple. Marie Ndiaye est de père sénégalais, de mère française, qui produit des textes qui sont classés dans la littérature française et qui ne reconnaît pas son ascendance plutôt africaine, qui estime qu'elle fait de la littérature française, même si certains estiment qu'elle fait de la littérature africaine parfois. Elle a des textes comme les 3 femmes puissantes qui ramènent Marie Ndiaye à l'Afrique, mais Marie Ndiaye ne se reconnaît pas dans ce qu'on peut appeler la littérature africaine. Et d'ailleurs, un écrivain sénégalais, Boubacar Boris Diop, dit souvent que ces auteurs ne sont pas des auteurs africains, ils sont des auteurs parisiens. Ils sont des auteurs parisiens, ils ne sont pas des auteurs africains. Parce que les auteurs africains, comme lui, Boubacar Boris Diop, il vit à Dakar, il produit des textes qui traitent des réalités sénégalaises et non des réalités franco-françaises. Donc il y a, on voit bien, que ce soit au niveau de la critique, une forme de malaise, parce que vous avez parlé de légitimité, on ne se sent pas toujours légitime dans ce champ. Du côté de la production des textes, il y a un malaise aussi, parce que les écrivains sont en permanence dans une forme d'entre-deux, où ils ne savent plus s'ils sont véritablement des écrivains africains ou sont des écrivains français. Il y a une question de positionnement aussi, hein, des stratégies de positionnement que certains écrivains vont développer. C'est devenu presque une tradition dans l'histoire littéraire africaine depuis Senghor jusqu'à Mombankou. Pourquoi? Parce que le seul lieu de reconnaissance, c'est Paris. Vous pouvez publier autant de romans que vous voulez au Sénégal, à Dakar, ou à Abidjan, ou à Libreville. Si vous n'êtes pas publié par Seuil, Gallimard et autres, vous n'avez aucune reconnaissance. Si vous n'avez pas le Goncourt ou le Renaudot, vous n'avez pas de reconnaissance. Donc ils sont en permanence, disons, les écrivains sont en permanence en train de développer des stratégies d'entrance où il faut essayer de trouver sa place dans le champ littéraire français. Mais ce champ littéraire français ne cède presque aucune place à ces écrivains venus d'ailleurs. Même si, dans le cas de Marie Ndiaye, par exemple, ce ne sont pas des écrivains venus d'ailleurs, puisque ce sont des écrivains vraiment de nationalité française, nés en France. C'est une question de positionnement, bien sûr, et cette question de positionnement entraîne souvent des débats, certains qui s'intéressent à ce champ
comme celui de la littérature monde en français. C'est un concept qui a été inventé il y a à peine une dizaine d'années par un certain nombre d'écrivains français et africains, ou d'origine africaine, d'ascendance africaine, qu'il n'y aurait pas de littérature française, il n'y aurait pas de littérature francophone, il y a simplement la littérature monde en français. Et donc tout le monde devrait plus ou moins se retrouver dans cette littérature monde qui serait une forme de synthèse des littératures françaises et littérature francophone. Évidemment, question intéressante, débat très intéressant, débat intellectuel très intéressant, mais finalement, 10 ans après, on se rend compte que la littérature française, elle existe bel et bien. Elle a ses auteurs, Annie Ernaux et autres. Mais que la littérature, ces écrivains dits de la littérature monde, n'ont pas d'espace réel. Si on prend le cas de Mambankou, par exemple, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces écrivains francophones ne vivent même plus en France, ils vivent presque tous aux États-Unis aujourd'hui. Wabiri, Mambankou. Et donc, ils n'ont pas un espace en Afrique, ils sont presque inconnus en Afrique. Ils se battent pour cet espace parisien qu'ils ont du mal à occuper. Et finalement, ils adoptent des postures où il faut diluer leur identité, en quelque sorte. J'ai un collègue de Limoges qui écrit que Mambankou, par exemple, écrit la littérature africaine sans africanité. Donc il essaie de faire une littérature, bon, on ne sait pas si elle est vraiment africaine, mais en tout cas il revendique cet espace un peu flou, mais qui fait partie de la littérature. Donc c'est une question importante, cette question du positionnement de ces littératures, mais aussi des prises de position. On voit bien que les auteurs finalement sont obligés de développer des stratégies pour se faire une place dans ce champ littéraire. En même temps, se développe un refus d'une sorte d'assignation identitaire. Donc on refuse d'être recalé en quelque sorte, parce que faire de la littérature africaine, c'est être recalé en réalité. Surtout pas. Surtout pas de littérature africaine. On préfère faire de la littérature, aujourd'hui on parle de littérature diasporique ou que sais-je encore, mais pas de littérature africaine. Surtout pas. Du moins pour ces auteurs-là. Donc ça c'est une question donc, de refus de cette assignation identitaire, mais refus aussi d'appartenir à un champ considéré comme mineur, au sens vraiment, je dirais presque un champ presque minable. Parce que la littérature africaine, évidemment, il n'y a rien de prestigieux. Sauf que cette attitude, on ne la retrouve que dans les littératures francophones. Si on regarde du côté des littératures anglophones, vous avez des écrivains nigérians, vous avez des écrivains kenyans, qui revendiquent l'africanité des textes, qui revendiquent cette appartenance aussi. Donc c'est un malaise assez spécifique aux productions littéraires francophones qui ont, depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, ont toujours eu du mal à se faire une place. Parce que, et on le voit déjà, ce qui est pour moi une forme d'ancêtre de cette littérature, c'est le cas de la littérature coloniale. La littérature coloniale était produite à l'époque par des écrivains français vivant dans les colonies, mais cette littérature coloniale, quand on fait l'histoire de la littérature française, ces écrivains n'appartiennent pas à la littérature française du 19e siècle, par exemple. Et pourtant, ils sont
effectivement des écrivains français du 19e siècle. Mais ils appartiennent à un sous-champ, on va ainsi dire, qui est littérature coloniale. Donc ça c'est une question qui renvoie aussi à sa propre représentation, c'est-à-dire il y a un rejet, il y a le rejet de cette assignation, mais aussi le rejet du champ principal, du champ dominant, qui est le champ de la littérature française. Et cela a bien sûr des conséquences sur le choix des objets, donc sur la liberté par exemple de recherche, parce que on trouve difficilement des étudiants qui vont s'inscrire comme ça en thèse de littérature africaine. Parce qu'en lettres modernes, on passe une agrégation de littérature française et il y a quelques années, il y a eu Senghor à la grecque et je pense que c'est tout. Et donc, un étudiant n'a aucun intérêt à s'investir dans l'étude des littératures africaines, tout en sachant que s'il est enseignant, il doit passer la grecque et qu'il n'a presque aucune chance d'avoir dans le corpus de la grecque un auteur africain. Ça limite, bien entendu, le choix des étudiants et ça montre qu'il y a effectivement une sorte de hiérarchie dans ces littératures. Même si, par ailleurs, personne n'accepte que c'est la réalité. Mais malheureusement, c'est celle-là la réalité. C'est qu'il y a une forme de hiérarchie qui est dénoncée, voilà, mais c'est celle-là la réalité. Et donc, que ce soit ces études dites coloniales ou postcoloniales, elles se battent en réalité pour avoir une sorte de visibilité. C'est ça la véritable bataille. C'est avoir une visibilité, que ce soit au niveau de l'université ou dans l'espace public d'une manière générale. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des épistémologies du Sud. C'est une autre grande question. Et c'est exactement la problématique pour ces épistémologies du Sud, c'est que on dénie à ces épistémologies du Sud une forme de légitimité ou de scientificité. Et donc, on se retrouve dans un débat où les chercheurs, les spécialistes de ces épistémologies du Sud sont presque acculés, comment dirais-je, où ils se sentent obligés de justifier en permanence la scientificité de ce qu'ils font, de leurs recherches, de leurs travaux, voilà. Donc c'est celle-là également la question qui nous renvoie bien entendu de manière un peu détournée à la question principale de la liberté justement de recherche. Donc il y a la question de la visibilité, il y a aussi la question du positionnement, parce que souvent il y a bien entendu quelques cas comme Vergès qui sont entre l'esprit scientifique et le militantisme, ça c'est beaucoup de cas d'ailleurs, mais ce n'est pas l'ensemble des chercheurs, notamment du postcolonialisme ou du décolonial, qui sont des militants. Il y a des militants, bien entendu, comme je pense qu'il y en a un peu dans chaque discipline, mais tout le monde n'est pas militant. Et donc on devrait quand même faire la part des choses entre ce qui relève vraiment du militantisme et ce qui relève du scientifique en quelque sorte. Et ne pas créer ou ne pas ajouter du flou au flou, où finalement on a l'impression que
parler par exemple du décolonial, c'est tout de suite être un militant de la cause anticoloniale ou que sais-je encore. Encore qu'il y a pas mal de confusion d'ailleurs dans l'usage ou dans l'utilisation des termes ou des concepts. Mais plus personne ne regarde les concepts, c'est la posture de celui qui parle qui est finalement pointée du doigt et non les concepts développés par tel ou tel chercheur. Et donc vous avez raison de dire qu'on est toujours dans une polémique permanente entre chercheurs qui défendent ces questions, travailler sur le colonial, ne pas travailler sur le colonial, comment travailler sur le colonial, et d'autres qui estiment que on revient toujours, on ressasse toujours les mêmes choses. Je prends un exemple pour terminer. La question, par exemple, de la décolonisation du Cameroun. C'est une question très intéressante. Il y a une production littéraire sur cette question. Mais on n'ose presque pas y toucher, que ce soit au Cameroun ou en France. Parce que c'est une décolonisation qui a été assez violente et très gênante, aussi bien pour les autorités françaises que pour les autorités camerounaises. Or, de génération en génération, génération après génération, il y a comme un besoin, surtout des nouvelles générations, de connaître l'histoire de cette décolonisation. Achille Mbembe, je pense, est le seul, il y a peut-être un deuxième ou troisième historien qui s'est vraiment penché sur cette question de la décolonisation du Cameroun. Avec le constat que les archives, qu'on n'a presque pas accès aux archives, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement difficile pour un historien. Donc, ils ont une partie des archives, mais le gros des archives, les archives sont classées et on attend toujours la déclassification de ces archives. Là aussi, ça limite justement ce besoin de connaître, ce besoin de transmettre un savoir par rapport à une période donnée. Donc il y a des périodes qui sont très problématiques, notamment cette période coloniale ou la période de la décolonisation, qui appellent ou qui exigent du chercheur quand même une distance par rapport à son objet, et qui exige aussi du chercheur une forme d'ouverture. Ce sont deux valeurs qui deviennent de plus en plus rares dans le domaine de la recherche, malheureusement, parce que tout est devenu sujet à controverse, et les médias jouent bien leur rôle dans cette nouvelle configuration où ce sont des individus qui s'affrontent et non des idées. Donc voilà un peu ma position de manière très réelle.